Chapitre 15. L'après-midi touchait à sa fin. Il avait fait particulièrement chaud. Et, dans l'atmosphère étouffante de la grande salle de Caerleon, Guenièvre, entourée de ses dames d'honneur, filait paresseusement les derniers écheveaux de laine du printemps. Morgane, elle, brodait en pensant avec mélancolie aux grands arbres de Tintagel et à la fraîcheur de l'air d'Avalon. Arthur était parti avec ses compagnons vers les terres du Sud pour inspecter une nouvelle forteresse. Aucune incursion ennemie n'avait eu lieu depuis 1 an, et l'on espérait que les Saxons avaient enfin abandonné l'espoir de vaincre la Grande-Bretagne. Le haut roi avait donc profité de cette trêve pour fortifier toutes les défenses de la côte. « J'ai soif. J'ai encore soif !» se plaignit Hélène, la fille du roi Pélinore. « Je voudrais un peu d'eau. » « Demandez à Caille, » répondit Guenièvre d'une voix assurée, la jeune fille timide étant devenue une reine pleine de hardiesse. « Voilà celui que vous auriez dû épouser lorsque le roi vous l'a proposé, dame Morgane, » intervint Hélène en revenant s'asseoir sur le banc. « Caille est le seul homme âgé de moins de 60 ans dans le château, et comme il ne participe plus au combat, sa femme serait assurée de l'avoir toujours dans son lit. » « Hélène n'a pas tort, » approuva Guenièvre. « Caille épousant la sœur du roi, duchesse de Cornouailles de surcroît, quelle belle union cela ferait. » « Mais la sœur d'un roi ne peut épouser le frère de ce même roi, » observa Drusilla, elle-même fille de l'un des rois de Grande-Bretagne orientale. « Ce serait un inceste. » « Il ne s'agit pas vraiment d'un frère et d'une sœur, » la gourmanda Hélène sans ménagement. « Caille n'est que le frère d'adoption d'Arthur, et Morgane sa demi-sœur. Mais dites-moi, dame Morgane, est-ce la laideur de Caille qui vous a rebuté? Il a certes des cicatrices et boite, mais je crois qu'il ferait un très bon mari. » « En fait, ce n'est ni de mon mariage, ni de mon bonheur que vous vous souciez, » répliqua enfin Morgane, esquissant une moue indifférente. « Ce que vous souhaitez, en vérité, c'est un beau mariage à la cour qui vous sortirait de votre inertie et de vos conversations insipides. Sir Grifflet épousait Méléas au printemps dernier. Je crois que c'est suffisant pour le moment. Il y aura bientôt un nouveau bébé à Caerleon, et vous aurez tout loisir de veiller sur lui. Ainsi vous ne voulez pas vous marier, dame Morgane. Pourtant, le frère d'adoption de notre souverain aurait été pour vous un magnifique parti. » Aliénor de Galice insistant à son tour, Morgane lui jeta un regard méprisant et répondit du bout des lèvres. « Je n'en éprouve aucun désir. C'est tout. » D'ailleurs, Caille se soucie aussi peu de moi que moi de lui. « D'autant plus que vous seriez alors obligé de filer et de vous occuper de sa maison. Or, tout le monde sait bien que vous détestez tout cela, n'est-ce pas ?» ajouta malicieusement Méléas. Oui, c'est vrai. Elle détestait filer, tordre et tourner ce fil des heures entières, le corps immobile, tandis que ses doigts, animés d'une vie propre, tordaient, que la bobine tournait, et se dévidait sur le sol. Ah! Faudrait-il donc toujours tourner et tourner entre ses mains ce fil qui ne finissait jamais? Et ces femmes continueraient-elles toujours à jacasser? Méléas avait eu des nausées, comme chaque matin. Une inconnue était arrivée la veille de la cour de Lot et avait raconté les derniers scandales, dus à son habituelle lubricité. Tourne, tourne le fil, tourne encore. Tourne, tourne le fil infini, aussi long que la vie et la mort réunies. Oui, il était presque trop facile d'entrer en transe lorsque ce fil se dévidait entre des mains distraites. Et court le fil, comme un serpent sans fin. Caïn n'était pas le seul homme de moins de 60 ans. Il y avait aussi Kevin le barde. Ah, comme ce fuseau est lent. Tourne le fil. Même à Avalon, elle détestait filer, et faisait tout pour s'attarder le plus longtemps possible autour des grandes marmites où baignaient les teintures,
pour échapper à la corvée. Seul l'esprit pouvait vagabonder. Le fil s'enroulait comme un long serpent, comme un dragon dans le ciel, comme les légions de Carléon s'enroulaient autour des Saxons, et les Saxons eux-mêmes tournaient, comme leur sang circulait dans leurs veines. Un sang rouge qui coulait, jaillissait sur la terre qui tournait. Le hurlement de Morgane provoqua dans la salle plongée dans la torpeur un tumulte général. Son fuseau, qu'elle avait brusquement lâché, roulait par terre en rebondissant. « Du sang ! Du sang !» cria Morgane. « Du sang sur la terre ! Là, devant le siège du haut roi ! Un mort, comme un mouton égorgé !» Hélène se précipita et secoua Morgane, qui se frotta les yeux en cherchant sur le sol quelque chose d'un air égaré. Des traces de sang, peut-être, mais il n'y avait rien que le reflet rougeâtre du soleil couchant qui caressait les dalles de la grande salle en cette étouffante fin de journée. « Morgane, qu'avez-vous » interrogea Guenièvre sans chercher à cacher son angoisse. « Ce n'est rien, haleta Morgane qui essayait de reprendre son souffle. « Rien, j'ai dû m'endormir et rêver. »« Qu'avez-vous vu ? Vous avez parlé de sang et de mort, » demanda de nouveau Calla, la plantureuse épouse du régisseur, en jetant à Morgane des regards effarés. Il est vrai que, la dernière fois que celle-ci était entrée en transe en filant, elle avait prédit que le cheval favori de Caille se casserait une jambe et qu'il faudrait l'abattre. Or, les choses s'étaient passées comme elle l'avait annoncé. « Si vous tenez à nous avertir de quelque chose, » revint à la charge Hélène de sa petite voix pointue, « dites-nous quand les hommes rentreront au château, afin que nous mettions les viandes à rôtir. Peut-être pourriez-vous aussi nous apprendre si Méléas mettra au monde un garçon ou une fille, ou bien encore à quelle époque la reine se trouvera enceinte. » À ces mots, un silence pesant s'abattit sur les femmes, tandis que les yeux de Guenièvre se remplissaient de larmes. Mais Morgane n'écoutait plus ce qui se disait autour d'elle et luttait contre les myriades de petites taches de couleur qui naissaient, grandissaient et éclataient dans sa tête. Comme elle était lasse de ces questions perpétuelles, de ces curiosités à propos des naissances ou des philtres d'amour, comme si elle n'était qu'une simple sorcière de village. « Laissez-la en paix, » gronda gentiment Méléas. « Pourquoi ne pas lui demander pendant que vous y êtes, quand le père d'Hélène parviendra à vaincre le dragon qu'il poursuit inlassablement tout au long de l'année ?» La manœuvre de diversion réussit parfaitement, et Calla s'exclama aussitôt. « À condition que ce dragon existe vraiment, et que ce ne soit pas là prétexte commode inventé par Pélinore pour fuir son château où il meurt d'ennui. »« Dites-nous, Hélène, » poursuivit Méléas, « selon vous, ce dragon existe-t-il vraiment, ou votre père le poursuit-il parce qu'il préfère la chasse à la surveillance de ses troupeaux ? Il est vrai qu'en temps de paix, un guerrier doit se fatiguer vite des basses-cours et des pâturages. »« Je dois avouer que je n'ai jamais vu ce dragon. Dieu m'en préserve, » répondit Hélène en riant. « Mon Dieu » intervint Guenièvre en se levant, mettant fin à tout ce verbiage. « Je dois aller voir Caille pour lui demander s'il faut faire égorger un mouton ou un chevreau. Si nos hommes reviennent ce soir ou demain, nous aurons besoin de viande. Accompagnez-moi, Morgane. Peut-être grâce à vous saurai-je si nous aurons enfin un peu de pluie. » Elles sortirent, et dès qu'elles se retrouvèrent seules, Guenièvre demanda à Morgane avec inquiétude. « Je vous en prie, répondez-moi sans détour. Avez-vous vraiment vu du sang ? » ?»« Mais non !» s'obstina Morgane d'un air têtu. « Je vous ai dit que ce n'était qu'un songe. Puisse ce sang, en tout cas, être celui des Saxons. Venez maintenant, et allons voir Caille. Si nos hommes rentrent au château sans rien trouver à se mettre sous la dent, ils seront capables d'abattre ce qui leur tombera sous la main et ce que nous gardons précieusement pour l'hiver. »
Ah, comme il fait chaud. Ce matin, le lait a tourné, et j'ai recommandé aux cuisines de faire du fromage avec ce qui restait, au lieu de le jeter aux cochons. Il va certainement y avoir de l'orage. Regardez, n'est-ce pas un éclair? Si, les hommes vont revenir trempés, et ils auront faim et soif, dit Morgane, tandis qu'une traînée éblouissante de lumière déchirait le ciel. Ainsi, savez-vous qu'ils approchent, sans avoir entendu la voix du guetteur, ni déceler au loin le grondement des sabots? Morgane, sans répondre, se contenta de presser entre ses mains sa tête douloureuse. Quand cesserait-on de la prendre pour une magicienne, tout juste bonne à prédire les événements les plus ordinaires, à distribuer des charmes ou des potions miraculeuses? Comme le temps lui durait entre les murailles de Caerleon en compagnie de ces dames écervelées. D'un seul coup, l'orage éclata à l'instant même où le soleil disparaissait derrière les collines, et d'énormes grêlons se déversèrent du ciel contre la forteresse avant de se transformer tout aussi rapidement en une pluie diluvienne. C'est alors que le guetteur annonça l'arrivée d'une troupe de cavaliers, que Morgane identifia sans hésitation. Le roi Arthur et ses compagnons étaient de retour. Des porteurs de torches illuminant le pont-levis, quelques instants plus tard, la cour était pleine d'hommes en armes et de chevaux, piaffants, dont la très forte odeur se mêlait maintenant à celle du mouton qui rôtissait à l'intention des arrivants. Le gros de la troupe devant cependant installer son bivouac hors des murs de la place forte, Arthur, avant toute chose, tint à s'assurer qu'hommes et bêtes ne manquaient de rien. Puis, il revint au château, et se montrant en pleine lumière, on put voir qu'il s'appuyait au bras de Lancelot, et qu'un volumineux bandage dépassait de son aume. « Vous êtes blessé, mon roi !» s'écria anxieusement Guenièvre. « Ce n'est rien !» s'empressa de la rassurer Arthur. « Une simple égratignure lors d'une escarmouche contre quelques jutes. J'ai perdu très peu de sang, et n'en perdrai, vous le savez, jamais beaucoup, tant que je porterai à mon côté Excalibur et son fourreau. Et vous, ma tendre aimée, avez-vous, après une si longue absence, une bonne nouvelle à m'annoncer ?» Les yeux de Guenièvre s'embuèrent de larmes. « Hélas non. J'étais pourtant si sûre cette fois, si sûre. Mais mon espoir ne s'est pas réalisé. »« Ne pleurez pas, » l'interrompit doucement Arthur en l'enlaçant avec affection. « Nous sommes jeunes encore. Dieu nous aidera, vous verrez. Morgane aussi peut-être, si elle le veut bien. » Guenièvre répondit à l'étreinte de son époux avec reconnaissance, sans être pour autant, en son fort intérieur, pleinement rassurée. La plupart des femmes autour d'elle, à l'exception d'Hélène et de Morgane, qui n'étaient pas mariées, avaient en effet déjà des filles et des garçons. Or, existait-il pour une reine un autre devoir, une tâche plus importante, que de donner un héritier à son maître et mari, souverain du royaume? Elle avait pourtant tant prié pour qu'advienne enfin l'heureux événement. La voix de Lancelot qui s'inclinait devant elle en souriant et lui prenait la main pour y déposer un baiser l'arracha à sa sombre méditation. « Ma reine, vous êtes de jour en jour plus belle, à croire que les dieux ont voulu vous parer de grâces que les années ne terniront jamais. » Lui prenant alors la main avec grande déférence, il la conduisit lentement, sans la quitter des yeux, jusqu'au banc où s'était installé Arthur. Assis au bout d'une table, il leur fit signe d'approcher, tandis que serviteurs et gens de cuisine apportaient de longs plats débordant de victuailles. « Prenez place, mes amis, et vous aussi, Morgane. Allons, racontez-nous tout ce qui s'est passé depuis notre départ. Nous avons besoin d'oublier la rudesse militaire de notre campagne. »« Avez-vous des nouvelles d'Avalon ?» interrogea à son tour Lancelot en s'adressant à Morgane. « Il y a comme moi quelqu'un avide d'entendre parler de l'île sacrée. C'est mon frère Balan. » Morgane se leva aussitôt, prit l'une des cornes cerclées de fer ornant la table d'Arthur, la remplit de vin et se dirigea vers celle où siégeait Balan, entouré de nombreux chevaliers.
Arrivée devant lui, elle s'agenouilla, tendit la coupe, mais se ravisa, la porta à ses lèvres et la goûta. Elle savait qu'Arthur accordait une grande importance à cette coutume, qui remontait à l'époque où les présents envoyés par le roi étaient souvent empoisonnés. Il était donc recommandé de les goûter avant de les offrir à un hôte de marque, ce qu'elle fit en trempant ses lèvres dans le breuvage. Puis, elle le tendit de nouveau à Balan, qui but longuement avant de lever les yeux sur elle. « Je vous croyais toujours à Avalon, » dit-il en la reconnaissant. « Il y a si longtemps que je ne vous ai vue, Morgane. Comme vous êtes devenue belle. Avez-vous des nouvelles de ma mère, la dame du lac ?»« Aucune. Et j'espérais un peu, je l'avoue, que vous m'en donneriez. Il y a maintenant si longtemps que j'ai quitté l'île sacrée. »« Je sais, oui. Vous vous êtes rendue d'abord à la cour du roi Lot, avant de devenir dame d'honneur de notre reine Guenièvre. Sa cour doit vous sembler plus brillante que celle de Morgause. On raconte d'ailleurs que notre roi a l'intention de vous donner à Caille. »« Caille ne se soucie pas plus de moi que moi de lui, » s'exclama Morgane, « et je n'ai jamais dit que je ne retournerai pas un jour à Avalon si Viviane me le demande. » Balan sembla un instant s'absorber dans ses pensées, comme s'il remontait très loin dans ses souvenirs, et reprit, comme si l'aveu lui coûtait beaucoup. « Voyez-vous, Morgane, lorsque j'étais enfant, j'en ai voulu à la dame du lac, qui m'avait confiée à des parents d'adoption. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle se désintéressait de moi. Mais j'ai grandi depuis, et j'ai compris qu'il lui avait été impossible de me garder parmi les femmes d'Avalon. Désormais, je lui suis reconnaissant de m'avoir fait élever avec Balin. En me remettant entre les mains de dame Priscilla, la dame du lac m'a permis de connaître le Christ, seul et véritable Dieu. Élevé à Avalon, sans doute serais-je encore à moitié païen, comme Lancelot. » Observant un moment d'hésitation, il poursuivit. « À propos de mon frère, je voudrais savoir pourquoi il paraît toujours si triste. » « Quand bien même le saurais-je, je ne pourrais rien dire. J'ai grande peine à le voir si malheureux. Peut-être serait-il bon qu'Arthur lui donne enfin une terre et une femme. »« Je suis, quant à moi, prête à épouser Lancelot, » dit Morgane d'un ton égal. « Il suffirait qu'Arthur fixe la date du mariage et... Lancelot et vous. Est-ce vrai ? Quelle belle union en perspective. La compagne favorite de la reine Guenièvre et le meilleur ami de notre haut roi. » Quittant Balan sur ces paroles, Morgane rejoignit la table d'Arthur pour y reprendre place. On y parlait à nouveau de prouesses guerrières et du départ définitif des Saxons. Autant parler du gel en enfer ou du roi Pélinore enchaînant son dragon, commenta Caille en riant. Ne vous moquez pas trop de ce dragon, intervint Arthur. Il vient de réapparaître et Pélinore est sur ses traces. Il y aura toujours des hommes pour croire à l'extraordinaire, aux dragons et aux fées, ajouta Lancelot non sans ironie. Vous en parlez en connaissance de cause, Lancelot, puisque vous-même avez pour nom Lancelot du lac, lança Morgane, une lueur amusée dans les yeux. Quoi qu'il en soit, reprit Arthur, élevant la voix afin de poursuivre son propos, lorsqu'il n'y aura plus aucun Saxon sur notre terre de Grande-Bretagne, perspective difficile à imaginer pour certains, je ferai bâtir un nouveau château, dans lequel se trouvera une salle immense, digne de notre table ronde. J'ai déjà choisi l'endroit rêvé, une colline qui domine un lac, près du royaume de votre père, Guenièvre. « Oh oui, je la connais, » interrompit la jeune femme tout émue. « J'y allais lorsque j'étais petite pour cueillir des fraises sauvages. » Guenièvre se souvenait en effet de ces temps bénis où, fillette, elle aimait courir la campagne, inconsciente des dangers, alors qu'aujourd'hui, la seule idée de quitter Caerleon l'emplissait de terreur. « Nous fortifierons la place et en ferons un château enchanté, » continua Arthur, l'imaginant déjà réalisé. « Oui, je vous le dis, lorsqu'il n'y aura plus de Saxons, notre royaume sera le plus heureux de tous les royaumes, le plus paisible de toute la Grande-Bretagne. Je ferai venir Kévin, le barde, pour nous chanter des ballades, je monterai mon destrier pour mon seul plaisir, mes compagnons et moi
élèverons nos enfants, sans épée à la main, car il n'y aura plus d'ennemis, ni personne à combattre. » Oui, conclut Lancelot, partageant lui aussi l'enthousiasme de son maître. Et pour ne pas oublier tout à fait l'art de la guerre, nous organiserons seulement, chaque mois, quelques joutes et tournois dotés des plus beaux prix. Sur ce, Morgane prit sa harpe, s'installa confortablement et entama une vieille complainte, entendue jadis à Tintagel, parlant de femmes en pleurs sur le rivage et d'équipages emportés par la mer. Puis, elle enchaîna avec un très vieux chant des îles, rapporté de la cour des Orcades, qui racontait, lui, l'histoire d'une sirène, délaissant l'océan pour trouver l'amour d'un homme, errant des nuits entières dans la lande. Un long moment, l'assistance entière, envoûtée par la voix chaude et légèrement voilée de Morgane, s'abandonna au charme irrésistible des paroles et de la musique. Puis, la nuit s'avançant, Arthur demanda que chacun gagnât désormais sa couche. Morgane, pour sa part, ayant pour mission de veiller à ce que les jeunes filles, attachées au service de la reine, se retrouvent pour la nuit dans la longue galerie attenante à la chambre de Guenièvre, s'éloigna la première, laissant Lancelot auprès d'Arthur et de sa femme. Son devoir à lui, premier capitaine, consistait à faire chaque soir un tour chez ses hommes et dans les écuries, pour voir si tout y était en ordre. Guenièvre et Lancelot se séparèrent donc, une commune lueur de tristesse dans les yeux. Couché près des chevaux, des soldats ou à la belle étoile, laissait Lancelot indifférent, puisque partout où il était, il restait seul. Quant à Guenièvre, elle se sentait impuissante à lutter contre un destin qui se jouait d'elle et un tourment de tous les instants qu'elle ne pouvait confier à personne. Pas même à Morgane, malgré les attentions que celle-ci lui avait témoignées la première année de son mariage, lorsqu'elle avait perdu, à la suite d'une mauvaise fièvre, l'enfant qu'elle portait depuis 5 mois. Depuis lors, elle n'avait plus jamais été enceinte, et ce soir même, le bras d'Arthur sur son épaule lui avait semblé particulièrement lourd. Pourquoi ne lui donnait-il pas d'enfant? Était-ce sa faute à lui ou la sienne? Quelques vieilles à Caerleon prétendaient que parfois, une maladie sévissant dans le bétail pouvait se propager ensuite chez les humains, empêchant les femmes de garder leurs enfants plus de 2 ou 3 mois. Peut-être avait-elle donc contracté cette maladie, en se rendant à l'étable à une mauvaise époque, ou en buvant le lait d'une vache malsaine. La tête basse, plus triste et désabusée que jamais, Guenièvre suivit Arthur dans leur chambre. « Guenièvre, » lui dit-il alors, en délaçant les longues bandes de cuir dont il s'enveloppait les jambes pour monter à cheval. « Ce n'est pas une gageure. Nous devons marier Lancelot pour qu'enfin il soit heureux avec une femme et des enfants. Que penseriez-vous de Morgane ? » « Non !» Guenièvre avait presque crié, à tel point qu'Arthur sursauta lui-même. « Et pourquoi non ? Dites-moi. »« Mais qu'avez-vous ? Pourquoi ces pleurs ?» poursuivit-il, voyant soudain le visage de sa femme inondé de larmes. « Je ne vous reproche rien. Nos enfants viendront lorsque Dieu en aura décidé ainsi. Mais, au cas où il nous refuserait définitivement des héritiers, je préférerais, malgré toute l'amitié que je porte à Gauvin, laisser mon royaume aux fils de ma sœur et de Lancelot, plutôt qu'à ceux de Lot. Lancelot se moque d'avoir ou de n'avoir pas de fils. Il est lui-même le 5e ou le 6e héritier du roi Ban, et bâtard de surcroît. Guenièvre, mon cœur, jamais je n'aurais pensé que vous pourriez un jour reprocher sa naissance à mon cousin et plus cher compagnon. Ce n'est pas un bâtard ordinaire, il est né du grand mariage. Rite païen que tout cela. Ah, si j'étais vous, je m'empresserais de purger mon royaume de ces horribles sorcelleries indignes d'un souverain chrétien. Lancelot m'en voudrait éternellement si je chassais sa mère et ses prêtresses de l'île sacrée. J'ai juré de rester fidèle à l'ancienne sagesse d'Avalon. Je l'ai juré sur l'épée qui m'a été solennellement remise lors de mon sacre à l'île du Dragon.
Guenièvre jeta un regard hostile à la puissante lame qui reposait près du lit et dont Arthur ne se séparait jamais. Quelques instants elle regarda en silence les signes mystérieux qui couvraient le fourreau d'Excalibur, luisant doucement dans l'ombre, comme pour la défier. « Le Christ vous protégera du danger, mieux que tous leurs enchantements sacrilèges, » murmura-t-elle en s'allongeant aux côtés d'Arthur. Les dieux et les déesses, les puits sacrés, et toutes ces sornettes étaient bons à l'époque d'Uther, mais nous sommes maintenant en terre chrétienne. Beaucoup d'hommes et de femmes de ce pays étaient là bien avant l'arrivée des Romains, expliqua patiemment Arthur. Il est impossible de décréter que leurs dieux, leurs puits, leurs croyances n'existent plus simplement parce que les chrétiens en ont décidé ainsi. Arthur, mon ami, on ne peut servir de maître à la fois, et j'aimerais tant vous savoir uniquement chrétien, et non partagé entre deux religions. Je me dois à l'ensemble de mon peuple, non à une seule partie. Il me faut respecter également toutes les croyances. Mais Guenièvre, mon amour, nous reparlerons de tout cela plus tard. Pour l'instant, je vous veux dans mes bras. Songeons ensemble à notre héritier, ma vie, souffla-t-il à son oreille en éteignant la torche. À l'autre extrémité du château, Morgane, elle, n'avait pas envie de dormir. Elle admirait le ciel étoilé, imaginant l'énergie intense qui faisait battre en cet instant le sang et les cœurs de tous les couples de Caerleon. Tout à la fois, cette vision la torturait et la fascinait. Tous ces mâles absents depuis si longtemps, et toutes ces compagnes offertes entre leurs bras, consentantes comme au feu de Beltane, tous et toutes, sauf elle, gardienne de la chasteté des servantes de la reine, et par là même gardienne de sa propre chasteté. Tous ces hommes, toutes ces femmes, s'étreignant avant de s'endormir, épuisés l'un contre l'autre. Tous, sauf elle, sauf Lancelot, condamnés ce soir à une même solitude. Lancelot. Où était-il? Dormait-il près des chevaux, en rêvant de Guenièvre, la seule femme au monde qu'il n'aurait jamais dans son lit? Ah! Comme ils avaient pourtant tous deux été près de s'aimer le jour du mariage d'Arthur. Si deux étalons ne s'étaient pas affrontés, ils se seraient donnés éperdument l'un à l'autre. Elle aurait chassé de son esprit l'image qui le hantait, l'image de Guenièvre. « Morgane, demanda une voix, venez-vous vous étendre ?» C'était Hélène, mourant manifestement de sommeil. « Il est très tard. Il faut dormir. »« Non, pas encore, » répondit Morgane. « La nuit est-elle trop chaude, ou ce rayon de lune s'est-il glissé dans mon sang? Je ne sais, mais je n'ai pas sommeil. Je vais aller respirer un peu dehors. » « Ne craignez-vous pas la présence de tous ces soldats autour du château? » « Je suis la sœur du roi, Hélène, ne l'oubliez pas. Et puis, j'ai 26 ans, et je ne suis plus une enfant. Dormez vite, je serai là dans un instant. » Morgane savait bien qu'il était interdit aux suivantes de la reine de sortir la nuit. Mais une force étrange l'attirait vers l'obscurité mystérieuse, où elle sentait palpiter les forces profondes de l'univers. Sur la pointe des pieds, elle quitta la pièce et descendit silencieusement le grand escalier. Un étrange pressentiment lui faisait espérer que Lancelot, éveillé lui aussi, errait sous les grands arbres de Caerleon. Dans la cour déserte, la lune déversait à flots sa lumière blanche. Morgane franchit la poterne et se dirigea vers les écuries, d'où provenaient, à intervalles irréguliers, des raclements de sabots et des hennissements. Et brusquement, il fut là, devant elle, l'épée à la main dans la pénombre. « Qui va là ?» lança-t-il d'une voix sévère. « Morgane, c'est vous ?» murmura-t-il, la reconnaissant soudain. « Que faites-vous ici à pareille heure? Est-il arrivé un malheur ?»« Non, Lancelot, tranquillisez-vous. Tout simplement,
Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Moi non plus. Aussi ai-je ressenti le besoin de marcher un peu. Sa voix était triste. Maintenant que ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité, Morgane voyait distinctement son profil. L'arête fine du nez, et au-dessus de la ligne sombre des sourcils, le front fier, bombé, barré d'une mèche rebelle. Elle s'approcha pour lui éviter d'élever la voix. « J'aime bien quand vous êtes là, Morgane. Quand je suis seule, les doutes et les craintes m'assaillent. Par moments même, je crois devenir fou. Restez avec moi, Morgane. » Elle était maintenant contre lui, et il se pencha sur elle en souriant. « J'avais oublié que vous étiez si petite. Vous souvenez-vous, Morgane, le jour du mariage d'Arthur ? » « Oui, j'en ai beaucoup voulu à ces maudits étalons. »« Maudits ? Non. Ils ont l'un et l'autre sauvé la vie d'Arthur plusieurs fois au cours des batailles. Il faut plutôt les considérer comme des anges protecteurs. » Sa voix était douce, comme l'ombre de la nuit, douce comme ses mains, qui emprisonnaient son visage, douce comme ses lèvres, qui se posaient sur les siennes. Elle s'écarta, lui prit la main, et le conduisit derrière les écuries, sur un chemin étroit qui menait au verger. L'herbe, épaisse et drue, y était accueillante, et les dames d'honneur de la reine venaient souvent s'y asseoir pour broder et converser. Une odeur de pommes trop mûres flottait dans l'air, et l'instant où Morgane pensait qu'elle aurait pu se croire à Avalon, Lancelot balbutia. « C'est un peu comme si nous retrouvions la terre d'Avalon. » Il n'y avait pas encore de rosée, et tous deux s'étendirent dans l'herbe, les doigts entrelacés. Morgane sentait monter en elle une irrésistible pulsion, comme la flamme dévorant le tronc mort d'un pommier. Lancelot, qui jouait maintenant avec une boucle de cheveux échappée de son voile, baisa sa bouche, puis murmura quelque chose qu'elle n'entendit pas et qu'elle ne lui fit pas répéter. Tout à lui, elle était dans ses bras, au-delà des mots, au-delà de ses plus folles espérances. Plus rien n'existait au monde que ses mains sur elle, la conscience presque douloureuse de ce corps sur le sien qui, dans l'ombre, allait lui transmettre sa vie. « Lancelot, » supplia-t-elle, « soyons hommes et femmes, ensemble, comme le veut la déesse. » Il la serra plus fort, comme il l'avait déjà serrée au sommet du Thor et le jour du mariage d'Arthur. Quel aveu se cachait au-delà de cette étreinte passionnée? Message d'amour ou de désespoir? Mais l'amour de Lancelot du Lac n'était pas pour Morgane. Elle le savait depuis longtemps. Pourtant cette nuit-là, elle avait décidé de se livrer, à lui, corps et âme. Aussi, quand il se releva brusquement, la laissant allongée dans l'herbe, au paroxysme du désir, une rage folle l'envahit. Elle se leva d'un bond elle aussi, et le toisa avec un mélange de haine et de mépris. C'était donc là ces irrésistibles forces vitales qui devaient les souder l'un à l'autre, les soulever, les emporter au-delà d'eux-mêmes. Pourquoi se jouait-il ainsi d'elle, lui offrant d'abord l'union fondamentale pour se refuser l'instant d'après? Sans doute souhaitait-il avant tout se garder pour Guenièvre. Lancelot la regarda d'un air navré. « Morgane, pardonnez-moi, vous m'en voulez beaucoup ? » ?»« Oh, répondez plutôt, au nom de la déesse, quel mal aurions-nous fait ? Je veux me tenir à l'écart du péché, vous le savez, pécher ainsi me semble mortel. » Écoutant cet aveu, Morgane, le cœur battant, mesurait tout ce qui les séparait. Elle lui demandait un amour impossible, et lui était écartelé entre sa passion pour Guenièvre et sa grande soif de pureté. Soudain, elle eut envie de pleurer et de lui lacérer le visage avec ses ongles, tout à la fois, se souvenant de cette vieille histoire de la déesse dont les chiens avaient mis en pièces un homme qui avait osé la refuser. En cet instant, elle aurait été capable d'agir de même, mais quelque chose, elle le sentait, se brisait en elle.
tout n'était plus que cendres et poussière. Ah, rien de tel ne serait arrivé à Avalon. Aucun mortel, jamais, n'avait dit non à la déesse. Qui pouvait en cet instant comprendre et partager sa détresse? Qui, sinon Viviane, ou l'une des prêtresses de l'île sacrée? Pourquoi les avait-elle quittés depuis si longtemps? Lancelot, s'écria-t-elle enfin, vous êtes insensé, vous n'êtes même pas digne de ma malédiction. Puis, sans lui accorder un seul regard d'adieu, Morgane la Fée se détourna de lui et regagna le château. Debout, dans la nuit de Caerleon, Lancelot du Lac pleurait, comme un enfant. Morgane parle. Poussé par l'unique désir de retrouver l'île sacrée, et Viviane, ma seule et unique mère, 3 jours plus tard, je quittai la cour d'Arthur, pour Avalon. Pendant ces 3 jours, pas une parole n'avait été échangée avec Lancelot. Il avait d'ailleurs soigneusement évité de se retrouver face à moi. Blessé au cœur, mortifié au plus profond de mon être, je partis au galop, à travers les landes solitaires, jurant bien de ne jamais revenir à Caerleon.